Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Ça continue encore et encore, c'est que le début, d'accord, d'accord. Et ça continue encore et encore, dit Francis Cabrel. Et oui, la guerre Russie-Ukraine continue encore et encore. Alors, effectivement, nous sommes pratiquement à 2 ans de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Et beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de paroles se sont échangées, beaucoup de commentaires ont été dits. Il serait intéressant que ces auteurs peut-être se réécoutent et voient ce qu'ils ont proféré. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui n'a pas changé dans ses analyses. Et ces analyses se sont révélées quand même très légitime et en tout cas très prouvé. C'est Jacques Beau, qui est ex-membre des renseignements stratégiques suisses. Je rappelle, il a participé à des programmes pour l'OTAN en Ukraine en 2014 et 2017. Il était en Ukraine au moment de Maïdan, des événements de Maïdan. Et il vient de sortir L'art de la guerre russe aux éditions Max Milo. Alors Jacques Beau, il se passe aujourd'hui des choses assez précises, notamment le président ukrainien Volodymyr Zelensky est à Davos. Vous savez que Davos a commencé depuis donc avant-hier, le grand événement de Davos. Alors il appelle l'Occident à aider l'Ukraine à gagner la supériorité aérienne. Voilà, et Zelensky met en garde contre le prédateur Poutine. Très bien. À côté de ça, le ministre des Affaires étrangères nord-coréen Cho Song-hui entame une visite de 2 jours à Moscou. À côté de ça, le Royaume-Uni va déployer cette année 20 000 militaires dans le cadre de manœuvres de l'Organisation de traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, que vous connaissez bien, Jacques Beau. Et puis voilà, je rappelle aussi quand même quelques faits. Les Nations Unies ont lancé lundi, donc il y a 2 jours, à avoir besoin de 4,2 milliards de dollars pour l'aide humanitaire à l'Ukraine. Voilà, ça continue encore et encore, hélas, et on se dit mais ça va s'arrêter quand? Ça va s'arrêter quand les morts? Ça va s'arrêter quand les blessés? Alors qu'il y a eu des milliards de dollars de dépensés. Je rappelle que les pays qui soutiennent l'Ukraine se sont engagés à hauteur de au moins 246 milliards d'euros sur le plan militaire, financier ou humanitaire. Donc, on en est où aujourd'hui? Et justement, on va parler de cet art de la guerre russe dont vous... Mais aujourd'hui, très sincèrement, à l'heure où on parle, Jacques Beau, est-ce que la guerre, en tant que guerre, les rapports de force, c'est plié ou pas? Alors, une guerre n'est jamais totalement pliée, mais les éléments qu'on a aujourd'hui montrent que on a un avantage de la Russie qui n'est pas... Rien ne permet d'imaginer qu'il puisse conduire à une défaite de la Russie. Voilà, il faut le dire comme ça. Ouais. Même... Disons, les possibilités d'une défaite russe apparaissent quand même comme quasi nulles aujourd'hui. Ça apparaît très, 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 très faible. D'accord. Et... Il y a plusieurs éléments qui permettent de le dire. D'abord, on a une armée ukrainienne qui est aujourd'hui extrêmement affaiblie. C'est la 3e armée ukrainienne en réalité. Parce que la première armée ukrainienne, c'est-à-dire celle qu'on a connue le 24 février 2022, a été pratiquement anéantie en mai-juin 2022. C'est à ce moment-là que les Occidentaux ont dû faire un premier rapport de munitions et d'armes. D'accord. Il s'agissait alors de fournir essentiellement des armes des ex-républiques soviétiques, en fait. On a vidé un peu les stocks de la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie, etc. Les vieux canons qui dataient de l'époque soviétique. Tout ça a été donné... des vieux canons d'il y a 50 ans. Il y a plus. Il y a plus. Il y a 70 ans, etc. Tout ça, on a donné dès mai-juin 2022 à l'Ukraine. D'accord. Et des vieux chars aussi, certains avaient réhabilités, mais pas tous. C'était des vieux chars T-72, etc. Et cette 2e armée ukrainienne, elle a duré jusqu'à, grosso modo, fin 2022. Et à partir de fin 2023, les Occidentaux ont eu à porter des armes occidentales, cette fois-ci. C'est à ce moment-là on doit commencer à parler des Léopards, des Challengers, des M1 Abrams, etc., etc. Parce que
tout ce qu'avait jusque-là reçu l'Ukraine a été détruit, en fait. Ouais. Et la fameuse contre-offensive qui devait amener la victoire décisive sur la Russie, c'est-à-dire couper en deux, en fait, les forces russes au sud de l'Ukraine, s'emparer de la Crimée et puis, finalement, repousser l'autre partie des forces russes vers la frontière l'ex-frontière russo-ukrainienne. Ouais. Cette poussée devait être faite grâce à l'apport des armes occidentales. Et cette poussée était prévue au départ, cette Alors fameuse cette poussée était contre-offensive. prévue pour, en fait, les premiers... Zelensky l'avait annoncé déjà à la fin de l'été 2022. Mais il n'a pas pu le faire parce que son armée avait été démantelée. Et il a repoussé ça donc à l'automne 2022. Mais il n'a pas pu le faire parce que sa deuxième armée a été démantelée. Démantelée également, Et oui. donc, il a repoussé ça à 2023. On a pensé au printemps, puis ensuite au début de l'été, et avec les armes fournies par les pays de l'OTAN. Donc ça, c'était la troisième armée C'est la ukrainienne. troisième armée de Zelensky, en réalité. Et aujourd'hui, eh bien, les Occidentaux ont donné un peu tout ce qu'ils pouvaient donner. Et la problématique pour les pays occidentaux, c'est que s'ils veulent poursuivre leur effort, parce que pratiquement tout ce qu'ils ont donné à l'Ukraine, en grande partie, a été détruit. Et là, il faut bien se comprendre aussi, tout n'a pas été détruit, mais quand vous avez détruit une partie significative de ce matériel, vous ne pouvez plus l'inclure dans des unités opérationnelles. Vous prenez un bataillon, ça a 30 chars, par exemple, ou 31, enfin Et peu si importe. 20 ont été détruits ou 15 voilà, ont été vous n'avez détruits, plus un bien sûr. bataillon, donc vous ne pouvez plus l'engager comme bataillon. Donc c'est un peu le problème des Ukrainiens aujourd'hui. Par conséquent, si on voulait aujourd'hui faire l'appoint et aider, réarmer l'Ukraine, il faudrait prendre sur les stocks des pays de l'OTAN eux-mêmes. Et ça voudrait dire affaiblir l'OTAN. Alors, vous voyez aussi un petit peu le dilemme qu'il y a quand vous savez, d'un côté, Zelensky qui dit si vous ne nous aidez pas, eh bien, la Russie va percer l'Ukraine et venir franchir la Pologne, les pays baltes et C'est vous ça. attaquer, vous. Donc les pays de l'OTAN disent oui, s'ils doivent nous attaquer, nous, donc on doit garder notre armée. Oui, c'est un... Donc on va pas vous donner nos chars, puisque voilà. Juste un mot, Jacques Beau, pour rester sur le plan strictement militaire. Quid de l'aviation? Est-ce que les OTAN et les Occidentaux ont réarmé, du point de vue de l'aviation, ont réarmé l'Ukraine ou pas? Alors, il y a eu un réarmement de l'Ukraine, mais avec des appareils de nouveau des ex-républiques ou des ex-pays D'accord. soviétiques. Donc, il y a eu un réarmement en 2022, partiel, parce que tous les équipements ukrainiens n'avaient pas été détruits, mais une grande partie. Et on a réassorti, évidemment, des appareils de catégorie semblable, par exemple des MiG-29 ou des Sukhoi. Mais pas des F-16. Mais pas des F-16, pas des avions. C'est ça. Parce que ça exige des logistiques différentes. Donc on a essayé de fournir, parce que évidemment des pays comme la Pologne, des pays comme la Tchéquie avaient encore des armements datant de l'époque soviétique qui ont pu être fournis à l'Ukraine pour qu'elle puisse l'intégrer dans ses structures logistiques. Parce que c'est la difficulté avec un avion, c'est pas un fusil ou un canon ou un char, vous pouvez assez facilement aller le réparer de l'autre côté de la frontière en Pologne. Ce qui se fait d'ailleurs avec les léopards par exemple. Mais pas l'aviation. Mais avec Enfin, l'aviation moins. c'est plus compliqué. Et par conséquent, ils ont... C'est pour ça que les Occidentaux ont rechigné un petit peu à fournir des appareils. Parce qu'il se dit, oui, qu'est-ce que ça va devenir? Mais alors, troisième, donc, il faut le dire aujourd'hui, échec de la contre-offensive de l'été 2023. Troisième armée, je ne sais, elle n'a pas été anéantie, mais enfin, elle a été bien contrée. Donc, aujourd'hui, on se retrouve, comme disait Jacques Prévert, devant la réalité rugueuse à étreindre. Alors, que va essayer de faire, ou qu'essaye de faire Zelensky à Davos, qu'essaye de faire les conférences qui s'annoncent ou pas en Suisse sans la participation de la Russie, et surtout, parce que c'est le problème, ça s'arrête quand si ça doit s'arrêter? Alors, il faut peut-être prendre les questions dans l'ordre, parce Oui. que là, on pourrait chaque fois faire une émission sur chacune de vos questions. Donc, pour ce qui est de la poursuite des opérations en termes militaires, ce qu'essaye de faire Zelensky, c'est évidemment d'impliquer les Occidentaux. C'est ça qu'il essaye depuis le début, d'ailleurs. Oui. Et les Occidentaux Qui essayent... s'engagent eux-mêmes dans la guerre. Voilà, exactement. C'est ce qu'ils voudraient. Mais avec le danger, évidemment, que
on mette le doigt dans un terrible engrenage qui nous amène à quelque chose de beaucoup plus grave. C'est la raison pour laquelle les Américains eux-mêmes ont dit qu'ils ne s'engageraient pas, d'ailleurs. Donc, ce problème ne viendra pas. Mais, par contre, ce que c'est Zelensky, c'est d'essayer d'avoir, évidemment, de l'aviation, parce qu'il s'est persuadé que ce qui manquait à son succès, c'était évidemment une supériorité aérienne. Aérienne, oui. Qu'il n'a jamais eu, d'ailleurs. Il n'a jamais eu. Et le problème, c'est que ce n'est pas la supériorité aérienne qui amène le succès. Ce qui amène le succès, c'est la combinaison de la supériorité aérienne avec les capacités opératives. Bien sûr. Et aujourd'hui, quand il a fait sa contre-attaque, il avait des capacités opératives, mais pas la supériorité aérienne. Et si on lui fournit les F-16, il aura la supériorité aérienne, mais plus les capacités opératives. Par conséquent, n'est-ce pas, la guerre et les armées, d'ailleurs, les armées fonctionnent comme un système complet. Et c'est ça qui n'a pas fonctionné. D'ailleurs, même à l'intérieur de ce système, parce que on ne se rend pas toujours compte, quand on n'est pas professionnel, si j'ose dire, de l'armée ou de ces choses-là, c'est que une armée, ça fonctionne un peu comme une montre suisse, n'est-ce pas? C'est des rouages qui doivent s'imbriquer très soigneusement. Et quand vous avez une armée comme l'armée ukrainienne qui est faite de briques et de brocs, d'armes qui sont une dimension qui marche, une dimension qui marche pas. Voilà, des choses qui viennent des années 60, des technologies modernes, des technologies anciennes, des drones, et tout ça doit être intégré dans un système de conduite et de commandement que les Ukrainiens n'avaient pas. Alors on va continuer à en parler juste après cette petite pause. À tout de suite. Et on continue de parler de l'art de la guerre russe avec Jacques Beau qui est notre invité ce mercredi. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Russie-Ukraine, l'art de la guerre russe, le nouveau livre de Jacques Beau aux éditions Max Milo. Alors Jacques Beau, parlons-en aujourd'hui, donc, justement, l'art de la guerre russe. Comment peut-on justement juger aujourd'hui ce qui s'est passé? Parce que rappelez-vous, on disait au début qu'en fait on ne savait pas les intentions de Vladimir Poutine, est-ce qu'il voulait aller jusqu'à Kiev? Est-ce que quand même il n'y a pas eu quand même l'idée que ça allait se passer plus ou moins facilement et rapidement, et en fait ça ne s'est pas passé du tout, même comme les Russes le pensaient, ou à votre avis, justement, puisque c'est l'acte de la guerre, c'était dès le départ prémédité? Alors, je pense que les Russes pensaient que ça irait quand même un peu plus facilement que ça. Je le pense aussi. Mais le phénomène guerre fait que quand vous battez, vous avez un adversaire, et donc il y a toujours une incertitude. Même si vous avez le meilleur service de renseignement du monde ou la meilleure évaluation de l'adversaire du monde, il y a quand même toujours une incertitude, et c'est ce qui s'est passé. L'art de la guerre, c'est pas d'avoir toujours un adversaire qui est pas capable de réagir. L'art de la guerre, c'est de savoir réagir soi-même quand on voit que on est surpris par l'adversaire. En fait. Surtout que les Ukrainiens se sont bien battus. Au départ, on ne peut pas, non. Les Ukrainiens se sont bien. Alors, il faut peut-être distinguer deux choses. Je pense que, comme d'ailleurs souvent dans les guerres, les soldats se battent bien, mais les états-majors sont mal préparés. Je pense qu'il faut le voir comme ça. Et sans aucun doute que les soldats ukrainiens se sont bien battus. Et je ne suis pas sûr que l'état-major ukrainien était lui-même prêt, doctrinalement, à contrer la Russie. Et ça pour plusieurs raisons. Une d'entre elles, la principale, c'est que l'armée ukrainienne est une armée qui a une tradition soviétique, en réalité, à la base, puisqu'elle est issue de cette histoire soviétique, comme l'armée russe d'ailleurs. Donc ils ont la même histoire en arrière, si vous voulez. Mais les pays occidentaux, avec la volonté naturellement des Ukrainiens, ils ont voulu faire une nouvelle armée plutôt orientée sur l'OTAN. C'est-à-dire qu'on est à cheval sur deux doctrines. Ils ont voulu otaniser l'Ukraine de ce point de vue-là. C'est ça. Et on est on est à cheval sur deux doctrines d'emploi, sur deux manières, deux philosophies de faire la guerre, deux ensembles, deux systèmes
Différent. Différents. Ouais, Voilà. bien sûr. Et du coup, on se trouve effectivement en porte-à-faux. Vous avez peut-être une doctrine qui vous dit de faire comme ci, mais les équipements que vous avez ne vous permettent pas de le faire. Et donc, on est à peu près, c'est le problème de l'Ukraine. Et d'ailleurs, ça a été même le problème, même dans la contre-offensive, même les soldats eux-mêmes et les officiers qui ont été formés par les Occidentaux ont dit, ont témoigné auprès de grands quotidiens comme El País ou bien, c'est pas du conspirationnisme qui vient de Moscou. Ces militaires ont dit, les instructeurs de l'OTAN ne nous préparent pas la bonne guerre. Ouais. Ils ne connaissent pas la guerre telle qu'on la pratique en Ukraine. Ils nous forment pour une guerre qui n'est pas celle que l'on va mener. Ouais, il y a aussi cette connaissance du terrain et de la culture, etc. Alors, pour les Russes, c'était il y a une plus grande cohérence. D'abord parce que, effectivement, ils ont une armée, c'est-à-dire des armes, des systèmes d'armes qui sont conçus pour ce terrain-là, alors que les armes qui ont été fournies par l'OTAN étaient des armes conçues pour le théâtre d'Europe centrale. Des conditions relativement différentes. Et pas les théâtres de l'Europe de l'Est. Voilà. Mais dites-moi, alors, il y a eu quelque chose, on n'a pas parlé, on disait, rappelez-vous, et dans certaines télévisions, on l'entendait du matin au soir, les Russes n'ont plus de munitions, les Russes vont être à court de munitions, mais apparemment, cette Russie faisait tourner ses unités d'armement à plein gaz. Et apparemment, il ne manque pas, enfin, le stock ne manque pas. Non, le stock ne manque pas. Selon le Royal United Studies Institute de Londres, les Russes auraient tiré en 2022 à plus de 12 millions d'obus d'artillerie. Ouais. Donc, et actuellement, leur capacité de production est 2 fois ça. C'est-à-dire que les Russes n'ont jamais été à court de munitions, ils n'ont jamais été à court de missiles, mais on a, n'est-ce pas, tout le narratif occidental pour aider l'Ukraine a été de faire miroiter une perspective de victoire de l'Ukraine et de défaite. Donc on a finalement construit un narratif, on a construit une fausse réalité, et c'est pour ça que le sous-titre de mon livre est « Comment les Occidentaux ont mené l'Ukraine à l'échec », parce qu'on a créé une fausse réalité, on a sous-évalué l'adversaire et on a finalement un peu incité à la fois les Ukrainiens, mais aussi les pays occidentaux qui l'aidaient, à faire une guerre que l'on pensait gagnable alors qu'elle ne l'était pas. Et d'ailleurs, les soldats ukrainiens s'en sont plaints. D'ailleurs, je crois que je l'avais déjà dit sur votre antenne. Les soldats ukrainiens disaient, ils arrivaient au front, et puis au bout de quelques temps, ils ont rapporté, je crois que c'était dans The Telegraph britannique, ils disaient, on nous avait dit que les Russes n'avaient plus d'armes, qu'ils avaient plus de munitions, qu'ils étaient mal commandés, et qu'ils étaient à bout de souffle, qu'ils avaient plus le moral, et en réalité, c'est exactement l'inverse. C'est nous qui n'avons plus tout ça. D'ailleurs, on voit les appels assez désespérés de Zelensky et de l'état-major à recruter les Ukrainiens, y compris à 40 ou 50 ans. Enfin, il y a quand même quelque chose qui est... Aujourd'hui, il y a une classe d'âge, la classe d'âge qui serait la classe d'âge entre guillemets normale pour mener une guerre, c'est-à-dire la classe qui serait entre grosso modo 20 et 35 ans, eh bien cette classe d'âge, elle a pratiquement été décimée aujourd'hui. Ouais. Et donc, on est en train de piocher un peu plus jeune et un peu plus vieux. Et donc, on a effectivement ce problème-là. Et on a de plus en plus d'ailleurs d'unités ukrainiennes qui se rendent, qui désertent en quelque sorte, parce qu'elles se rendent sans combattre. Donc on voit bien que les Ukrainiens ont compris aujourd'hui qu'ils vivent une sorte de baroud d'honneur qui se fait un petit peu à leurs dépens et qui est alimenté en réalité par les Occidentaux. Parce que pourquoi l'Ukraine se bat? C'est finalement plus pour nous que pour eux. Parce que pour eux, ça ne change pas grand-chose. Et en fait, c'est l'Amérique qui fait la guerre à la Russie ou la Russie à l'Amérique par Ukraine interposée. Par Ukraine et par Europe interposée. N'est-ce pas? Parce que finalement, les Européens ont été le relais des États-Unis dans cette affaire, et sans aucun esprit critique d'ailleurs. Et on a poussé l'Ukraine dans une guerre que je pense les Ukrainiens eux-mêmes et la population, on parlait tout à l'heure de la différence qu'il y a entre le haut et le bas, n'est-ce pas? Et je pense que si les soldats ukrainiens sont bien battus, il est tout aussi vrai que la population ukrainienne n'avait aucune intention de faire la guerre. Et que c'est
comme souvent, la guerre est décidée par quelques-uns au sommet, et puis c'est le reste qui en paye les fruits, les pots. Et là, les pots cassés. ça, ce n'est pas nouveau. Vous savez, on se demande si c'est terrible parce que les Européens ont été un peu les dindons de la farce. Et les Ukrainiens, les victimes de la force. Et ce que vous avez dit, il y a un problème, c'est que, en fait, les gens qui ont déclenché ça, quelque part, savaient peut-être le rapport des forces, mais n'ont pas voulu le savoir. Alors, n'ont pas voulu en tenir compte. Dans le tout dernier chapitre de mon livre, pardon, dans le tout dernier chapitre de mon livre, je rappelle un passage de cette fameuse étude de la Rand Corporation qui préconisait la stratégie pour affaiblir la Russie, qui préconisait d'utiliser l'Ukraine pour affaiblir la Russie. Un rapport qui date de quand? Et ce rapport de 2019. 2019, d'accord. Que j'ai cité plusieurs fois d'ailleurs sur les différentes chaînes. Mais j'ai mis un passage qui est un avertissement qui se trouve dans ce même rapport et qui dit: faites attention. Si vous utilisez cette stratégie, le risque est très grand que l'Ukraine perde des territoires, qu'elle ait des pertes humaines énormes et qu'elle soit poussée à une paix défavorable. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc les analystes de Rand Corporation qui avaient analysé la stratégie pour affaiblir la Russie avaient d'ailleurs dit par ailleurs que on préconise telle sanction, mais avec le caveat que, attention, notre perception de la Russie aujourd'hui n'est peut-être pas la bonne et qu'elle est probablement beaucoup plus forte que ce que l'on pense. Et donc, que cette stratégie pourrait avoir de très gros risques si la Russie n'est pas exactement ce que l'on imagine. Donc, ça veut dire que tout était... On savait qu'il y avait des incertitudes énormes, on savait qu'il y avait des risques énormes, et on savait que ces risques allaient être supportés par l'Ukraine. En 2019 déjà. Et quand on regarde le déroulé des opérations dans le terrain, que l'on a vécu tous les jours depuis 2 ans, et qu'on compare avec ces stratégies, on s'aperçoit que les Américains et les Européens ont appliqué de manière systématique cette stratégie, mais en évitant bien sûr de tenir compte des avertissements des analystes. Ça rappelle la phrase merveilleuse de Alfred Korzybski, le père de la sémantique générale. Ils ont oublié que la carte n'était pas le territoire. C'est ça. Et ils ont appliqué la carte et ils n'ont pas appliqué le territoire. Voilà ce que c'est que la guerre de la Russe. Merci Jacques Beau. C'est vraiment un livre à lire absolument. Cet art de la guerre russe et de savoir pourquoi, effectivement, parce qu'il faut le dire, des centaines de milliers de personnes meurent pour rien aujourd'hui, il faut le dire. En tout cas, pas pour leur intérêt à eux, c'est clair. Merci.